Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Émy Bois, je suis étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université Laval sous la direction d'Alain Laberge. Dans le cadre de mon mémoire, j'étudie une pratique de gestion seigneuriale, soit la pratique des papiers terriers à l'échelle de la vallée du Saint-Laurent entre 1632 et 1854. Ma présentation d'aujourd'hui s'intitule « Regard sur la gestion seigneuriale, l'ordonnance du 24 décembre 1722, quels effets sur la confection des papiers terriers laurentiens ». Alors, le 24 décembre 1722, l'intendant Michel Bégon émet une ordonnance afin de procéder à la confection du papier terrier général de la colonie. La production de ce papier terrier, dont les motifs vont s'inscrire dans la longue durée, va obliger les seigneurs à fournir aux autorités une série de 3 documents légaux, des copies de leurs titres de propriété, les actes de foi et hommages, ainsi que les aveux et dénombrements de leur seigneurie. Ajoutons à ces documents les déclarations des censifs du roi, dans le cas les déclarations des censitaires du roi, dans le cas des censifs du roi, localisés principalement dans les villes de Québec et de Trois-Rivières, mais aussi dans certaines régions rurales. Vous avez compris donc dans cette communication, je me suis penchée sur les effets de l'ordonnance du 24 décembre 1722 sur la gestion seigneuriale laurentienne et plus particulièrement sur la production des papiers terriers. En demandant aux seigneurs de la vallée du Saint-Laurent de produire des aveux et dénombrements, le gouvernement colonial souhaite recueillir de l'information très précise. Donc, on exige aux seigneurs de fournir de l'information sur l'identité de leur censitaire, les dimensions et l'état de développement de chaque censive et des domaines seigneuriaux. Donc, on veut connaître le nombre et la nature des bâtiments, les superficies exploitées dans chaque censive, la nature des terres, donc est-ce que ce sont des prairies, est-ce que ce sont des terres labourées, etc. On souhaite également recueillir de l'information sur la présence de bâtiments, de services et de moulins dans la seigneurie, ainsi que divers détails sur la propriété seigneuriale, et finalement de l'information sur le montant des censes, rentes et autres droits seigneuriaux qui sont dus aux seigneurs. Autrement dit, vous voyez ici une citation, « Les aveux et dénombrements décrivent chaque unité cadastrale de chaque seigneurie, fournissant ainsi une énumération et une description standardisée terre par terre. » Pour ce faire, donc pour produire ces aveux et dénombrements, les seigneurs doivent connaître avec exactitude l'état de peuplement et de développement de leur propre seigneurie et, le cas échéant, mener une enquête de terrain afin de rassembler toutes ces informations. Tout ça va exiger un effort administratif plus ou moins important selon le seigneur et selon ses pratiques de gestion antérieures. La réception et l'enregistrement de tous les aveux et dénombrements par le gouvernement colonial va s'étendre sur une période de 23 ans, c'est-à-dire entre 1723 et 1745. Je me suis demandé dans le cadre de cette communication si, devant la tâche que représente la production des aveux, les seigneurs laurentiens en auraient profité pour se doter une première fois d'un papier terrier ou de produire d'autres, donc en auraient profité pour produire d'autres outils de gestion comme les censiers ou les titres nouvelles. Est-ce qu'ils en auraient profité aussi pour renouveler certains de leurs documents administratifs seigneuriaux? A-t-on assisté à une hausse de production des papiers terriers après 1745, soit l'année où on enregistre les derniers aveux et dénombrements? Donc, ce sont ces questions-là qui ont guidé ma présentation d'aujourd'hui et je vais tâcher d'y répondre tout au long de la présentation. Voici l'ordre de présentation que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va se demander pourquoi produire un terrier à l'échelle seigneuriale. Ensuite, nous allons faire ensemble le portrait général de l'utilisation des outils de gestion entre 1632 et 1854. Et puis, à la fin, je vais revenir plus spécifiquement sur l'impact de cette obligation à produire des aveux sur la constitution de papier terrier dans l'espace rural laurentien. J'aurais beaucoup aimé parler des motifs qui ont amené les autorités coloniales à promulguer l'ordonnance du 24 décembre 1722, donc tous les motifs qui ont amené à cette ordonnance. Par contre, en raison des contraintes de temps, ça ne sera pas possible. Je pourrais en parler dans une prochaine communication. Alors, pourquoi produire un papier terrier à l'échelle seigneuriale? 3 intérêts majeurs vont entrer en compte lorsque vient le temps de se doter d'un outil de gestion comme le terrier. En effet, le terrier va permettre au seigneur de connaître et développer sa seigneurie, s'assurer de la perception de ses droits et de ses redevances, et va permettre au seigneur d'obtenir un document administratif détaillé doté d'une valeur légale. Donc, grâce au terrier, le seigneur va ainsi se doter d'un outil juridique. Les papiers terriers, qu'est-ce que c'est? C'est sûrement la question que vous vous demandez si vous ne connaissez pas ça. Donc, un papier terrier dont l'utilisation fut répandue en France au Moyen-Âge et à l'époque moderne, et plus particulièrement à partir du 15e siècle. Ce sont des documents qui rassemblent les déclarations et les reconnaissances des censitaires relatives à leur possession foncière dans un fief et aux charges et redevances envers le seigneur. Autrement dit, le terrier va donner de l'information sur l'identité du censitaire, les dimensions et la localisation des censives, la provenance de la propriété et une référence au titre de concession originale pour chaque censive, le montant des censes et rentes dues au seigneur. Donc, on voit que c'est à peu près les mêmes informations qu'on retrouve aussi dans les aveux et dénombrements.
C'est pourquoi ça aurait pu être un moment où il y a une production de terriers plus intensive. Pour les seigneurs, les terriers sont donc des instruments d'une utilité incontestable pour la gestion administrative de leur fief. Afin de se doter d'un terrier, le seigneur doit toutefois suivre une démarche, une procédure bien établie, codifiée et encadrée. Le terrier doit être confectionné par un notaire, aussi appelé commissaire à terrier, celui-ci étant désigné par le gouvernement colonial par l'entremise d'une ordonnance de l'intendant ou d'une lettre à terrier. Je vais passer ici toutes les étapes de confection d'un papier terrier parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, il faut noter que dans la vallée du Saint-Laurent, la production des terriers va être supervisée par les autorités coloniales, tant sous le régime français que sous le régime britannique. Et c'est par tout cet ensemble de conditions que le terrier va devenir un acte authentique de la seigneurie. Évidemment, il est possible que des terriers aient été confectionnés hors du cadre légal de la pratique. Dans ce cas-ci, le terrier n'a pas de valeur juridique et les censitaires ne sont pas dans l'obligation légale de présenter leur titre devant le commissaire à terrier. Par contre, ces terriers-là, produits hors du cadre légal, pour lesquels il n'y a pas eu de lettre terrier, pas eu d'ordonnance, sont autant des documents de gestion valables que les terriers ayant une valeur juridique. Maintenant, survolons ensemble le portrait général de l'utilisation des outils de gestion entre 1632 et 1854. Donc, bien sûr, établir une temporalité quant à la pratique des papiers terriers dans l'espace rural laurentien, c'est l'un des objectifs de mes recherches de maîtrise. Et pour ce faire, j'utilise une base de données qui regroupe 365 documents reliés à la gestion seigneuriale. Donc, voici le détail des documents qui m'intéressent dans le cadre de mes recherches. Parmi ces 365 documents, 170 sont des papiers terriers. Dans le cadre de ma recherche, je vais différencier 3 types de papiers terriers. Les papiers terriers accompagnés d'une lettre de terrier émise par les autorités, au nombre de 90, ou accompagnés d'une ordonnance de l'intendant, au nombre de 8. On a aussi les papiers terriers orphelins, donc au nombre de 72, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été retrouvés avec une lettre de terrier correspondante ou avec une ordonnance qui aurait pu le légitimer. Donc, on se demande si ces 72 terriers-là ont été produits à l'intérieur du cadre légal, mais pour lesquels on n'a juste pas retrouvé les lettres à terrier. S'il y avait eu une ordonnance, on l'aurait retrouvé, ça c'est sûr. Pour l'instant, je ne peux pas en être sûre, puisqu'on n'a pas retrouvé justement d'autres documents qui y font référence. Par contre, il est certain que parmi ces 72 documents-là, il y en a, c'est sûr, qui ont été produits hors du cadre légal. Ensuite, mon corpus comprend 101 lettres de terrier seules et 16 ordonnances seules. Là, je vais mettre des ordonnances, pas des ordonnances, mais des guillemets autour de seules. Donc, ce sont des documents pour lesquels on n'a pas retrouvé de terrier qui les accompagnait et des documents auxquels on ne peut pas rapprocher aucun terrier orphelin. Donc, les terriers qui correspondent à ces 101 lettres de terrier seules et ces 16 ordonnances seules ont possiblement été détruits, perdus, ont été conservés dans des fonds d'archives privés que je n'ai pas pu explorer. Finalement, j'ai recensé 48 censiers et 27 titres nouvelles. Je vais rester très brève à leur sujet. Par contre, il faut noter que j'ai remarqué que la combinaison des terriers à ces 2 autres types de documents apparaît comme une stratégie de gestion seigneuriale développée par les seigneurs laurentiens entre 1632 et 1854. Pour les 3 types de terriers dont je viens de parler, j'ai procédé à un classement selon leur année de confection. Donc, c'est l'année de début de leur confection. Vous voyez ici la répartition chronologique de 165 terriers. Pourquoi il n'y en a pas 170 comme on voyait dans le tableau juste avant? Eh bien, c'est parce que 5 terriers dans mon corpus qui n'étaient pas datés et qui n'apparaissent donc pas dans ce graphique. Ce qui est frappant de constater quand on regarde ce graphique-là, eh bien, c'est sûr que c'est le nombre de terriers confectionnés après 1792 qui rassemble 133 terriers, soit 80,6% des papiers terriers étudiés. Ensuite, on voit le détail pour les terriers produits antérieurement. Je vais pouvoir y revenir dans quelques instants. Maintenant, on voit la répartition des ordonnances seules et des lettres de terrier seules selon les années, donc selon leur date d'émission plutôt. Toutes les lettres de terrier seules ont été émises après 1792, ce qui est quand même assez important à noter. Et on voit ensuite la répartition des ordonnances seules à travers les périodes qui correspondent au régime français. En d'autres mots, on peut conclure que la pratique des terriers va comme suit. 11,35% des terriers ont été confectionnés avant 1763, c'est-à-dire sous le régime français, et 88,65% des terriers ont été confectionnés après 1763, c'est-à-dire sous le régime britannique.
Passons maintenant à la dernière portion de la présentation, soit l'impact de l'ordonnance du 24 décembre 1722 sur la confection des terriers. Vous avez probablement déjà une réponse en tête à la lumière des résultats que je viens de vous présenter. Donc, j'ai dit tout à l'heure que la réception des aveux et l'enregistrement des aveux et dénombrements s'est étendu sur une période de 23 ans, donc entre 1723 et 1745. Rétrospectivement, la réponse des seigneurs a été inégale quant à la production des aveux. La majorité vont se conformer aux dispositions identifiées dans l'ordonnance, d'autres vont accuser des retards importants dans la production des documents nécessaires au papier terrier de la colonie, alors que les seigneurs ecclésiastiques, eux, vont s'y opposer. Les communautés religieuses ont en effet désiré vérifier si elles étaient dans l'obligation de se plier aux exigences de l'État, ce qui amène certains délais dans la production des aveux et dénombrements. Au total, c'est 190 aveux et dénombrements qui ont été produits entre 1723 et 1745, 1723 et 1745. Voyez donc ici le rythme auquel les aveux et dénombrements ont été enregistrés par les autorités. Jacques Mathieu et Alain Laberge, dans l'ouvrage « L'occupation des terres dans la vallée du Saint-Laurent », publié en 1991, ont observé 3 moments importants dans le rythme d'enregistrement des aveux. Donc, on note une période forte ici, entre 1723 et 1726, 4 ans lors desquels 135 aveux et dénombrements ont été enregistrés. Ensuite, il y a un creux important entre 1727 et 1730, 4 ans où on n'enregistre aucun aveu et dénombrement, et ce, malgré une nouvelle ordonnance de l'intendant Dupuis en 1726 et une autre de l'intendant Hoccart en 1729. Et puis, il y a une reprise saccadée, donc entre 1731 et 1745. Pour cette dernière période, 55 aveux et dénombrements sont enregistrés. Parallèlement à la production des aveux et dénombrements, il s'avère que assez peu de seigneurs en ont profité pour se doter de papier terrier. Vous voyez ici, seulement 7 terriers ont été confectionnés entre 1723 et 1745. Ajoutons à ce nombre les peu nombreuses ordonnances seules qui ont obligé les censitaires de certaines seigneuries à présenter leur titre devant, au seigneur pour la confection d'un papier terrier. Donc, ils sont au nombre de 6. Terriers et ordonnances mises ensemble, ce serait donc 13 terriers qui auraient pu avoir été faits pendant ces années-là, donc entre 1723 et 1745. Et là, je dis « pourrait avoir été fait » parce que même après l'émission d'une ordonnance, il n'est pas certain que le seigneur va entreprendre la confection du terrier dans un délai rapproché. Par exemple, dans le cas de la seigneurie Saint-Michel-la-Durantais, une ordonnance a été mise le 15 septembre 1738, mais la confection va débuter juste en 1752, donc la confection du terrier. Dans le cas des autres types de documents de gestion, on enregistre au même moment un seul censier produit entre les années 1733 et 1769 pour la seigneurie de l'Île aux Coudres. Aucun titre nouvelle. La situation va rester relativement similaire après 1745. Donc, entre 1746 et 1763, c'est seulement 6 seigneurs qui vont doter leur seigneurie d'un terrier et on enregistre seulement 5 ordonnances seules pour la même période. Bien sûr, il est possible qu'il y ait eu des documents qui aient été produits reliés à la gestion seigneuriale, comme des terriers orphelins qui n'ont pas été découverts, qui ont été produits hors du cadre légal, pour lesquels on n'a aucune trace, et qui viendraient s'ajouter à ces 24 documents produits entre 1723 et 1763 dont je viens de vous parler. Bref, quel a été l'impact de l'ordonnance du 24 décembre 1722 sur la confection des papiers terriers laurentiens? À première vue, on pourrait dire que la réponse est assez peu d'impact. Si le terrier est utilisé d'une façon assez ponctuelle au 17e siècle et dans la première moitié du 18e siècle, son utilisation va vraiment s'imposer à la fin du 18e et au 19e siècle. Donc, au début du peuplement seigneurial, en période pionnière, le seigneur est en mesure de bien gérer sa seigneurie sans se doter d'un papier terrier. Or, le terrier va devenir rapidement indispensable alors que le fief devient de plus en plus peuplé et qu'apparaît la nécessité de le développer, puisque outil, instrument capitaliste. Comme on l'a vu, 80,65% des terriers seigneuriaux ont été confectionnés après 1763. Ce besoin d'outils de gestion et surtout de papier terrier ou de titres nouvelles se fait sentir surtout à la fin du 18e et au 19e, conséquence d'un monde rural plein où les possibilités d'établissement des censitaires sur des bonnes terres cultivables se font plus rares.
Grâce à certaines études de cas que j'ai pu réaliser dans le cadre de mes recherches, j'ai remarqué que l'identité du seigneur, donc s'il est laïque ou ecclésiastique, l'intensité du développement et du peuplement des seigneuries, de même qu'une volonté de vente ou un récent achat de seigneurie sont les principaux motifs qui vont influencer le moment où le seigneur va se doter d'un papier terrier. Par contre, on va pas se le cacher, une absence de données, c'est aussi un résultat en soi, ce qui ne signifie pas pour autant que l'ordonnance n'a pas eu d'effet sur la production des terriers. On peut d'ailleurs se demander si certaines copies seigneuriales des aveux n'ont pas fait office tout simplement de premier terrier pour certaines seigneuries où l'intensité du peuplement ou de développement n'avait pas encore suscité un recours à un tel outil de gestion. Comme on l'a vu au début de ma présentation, les aveux et dénombrements et les papiers terriers renferment à quelques exceptions près à peu près le même type d'informations, de l'information sur les censitaires et leurs censives, de l'information sur les droits et redevances dus aux seigneurs. Donc, ce ne serait pas surprenant que cette absence de production de terriers sous le régime français soit reliée au fait que, bien sûr, les incitatifs de production des terriers n'étaient pas aussi forts qu'ils le seront à la fin du 18e et au 19e siècle, mais aussi parce que, bon, certains seigneurs utilisaient tout simplement les copies des aveux et dénombrements afin de connaître leur seigneurie au même titre qu'ils l'auraient fait avec un terrier. Les copies seigneuriales des aveux ont d'ailleurs servi de base à la préparation de certains terriers et c'est notamment le cas pour plusieurs seigneuries ecclésiastiques où des pratiques de gestion seigneuriale ont été développées quand même plus rapidement que dans les seigneuries laïques. Par exemple, les copies seigneuriales des aveux ont été utilisées par les Jésuites pour confectionner les papiers terriers de 1753 et 1762 pour la seigneurie de Sillery et de Prairie de la Madeleine. On note la même chose pour la seigneurie de Montréal appartenant aux Sulpiciens et pour la seigneurie de Mort appartenant aux religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec. Et puis, il ne faudrait quand même pas se leurrer, l'ordonnance du 24 décembre 1722 a eu un véritable impact sur la gestion seigneuriale, bien que ce soit difficile de le démontrer par l'étude en fait des papiers terriers. En effet, les seigneurs ont profité de cette obligation à produire des aveux et dénombrements. Ils ont pu obtenir d'abord une reconnaissance officielle pour leur possession foncière et une reconnaissance officielle des droits qui y sont reliés. Et puis, grâce à ces aveux dotés d'une valeur légale, on imagine que de nombreux seigneurs ont pu mettre de l'ordre dans leurs papiers seigneuriaux et ainsi régulariser leur pratique de gestion seigneuriale.